Voici l'essentiel sur la méthode d'apprentissage du français avec le secret de la Maison Verte. Oubliez les leçons de grammaire ennuyeuses. Ce document vous plonge dans une vraie histoire de mystère pour le niveau B1, où le suspense force votre cerveau à rester concentré et à absorber la langue naturellement. Et si, finalement, le suspense était le meilleur prof pour piéger votre cerveau et le faire apprendre sans effort? Alors, premièrement, regardons l'accroche de l'histoire. On suit Lucas, un bibliothécaire super curieux qui déterre une petite boîte rouillée contenant de vieilles lettres de 1995. Elle pointe vers un trésor caché dans la Maison Verte abandonnée d'à côté. Vous voyez, au lieu d'avaler des listes, chaque détail du décor, comme un vieux râteau ou un cadenas bloqué, devient un véritable indice linguistique que vous, en tant que détective, devez assembler. Deuxièmement, parlons de la fameuse révélation. Lucas s'introduit dans le grenier et trouve un coffre, mais il n'y a pas d'or. Il tombe plutôt sur des journaux intimes et des photos cachées pendant la guerre. Quand il rend ses souvenirs à son voisin, Monsieur Dupont, on réalise quelque chose de fort. Ce trésor de mémoire reflète exactement le but de l'apprentissage d'une langue. Créer de vraies connexions humaines et non pas juste accumuler du vocabulaire. Troisièmement, voyons le plan d'action. La méthode propose la technique des 3 écoutes idéale pour isoler et comprendre naturellement le passé composé et l'imparfait. Et surtout, il y a le défi des 7 jours. Écoutez quotidiennement l'histoire, inventer une nouvelle fin, puis se résumer à voix haute. D'ailleurs, aurez-vous le courage d'écouter votre propre voix enregistrée sur votre téléphone pour perfectionner votre intonation? C'est vraiment là que la magie opère. En fin de compte, associer des émotions fortes à une écoute répétée et active transforme l'étude du français en une aventure hyper naturelle et mémorable. Arrêtez de mémoriser mécaniquement, devenez le détective de votre propre apprentissage et laissez la curiosité guider votre français. Et si l'outil le plus redoutable pour mémoriser du vocabulaire français n'avait absolument rien à voir avec des applications de révision ou des listes de mots? Ouais, ou même ces fameux tableaux de conjugaison interminables. C'est ça, exactement. Et si au contraire, le vrai secret résidait dans un cadenas rouillé, une vieille maison abandonnée et un mystère enfoui depuis plus de 30 ans? Ça donne tout de suite plus envie qu'une salle de classe, c'est clair. Grave. Donc aujourd'hui, on oublie l'image classique et hyper austère de l'école. La source qu'on examine pour cette nouvelle analyse détaillée propose une approche radicalement différente. Une approche qui transforme vraiment l'acquisition d'une langue en une véritable enquête policière, en fait. Tout à fait. Et je suis ravi de vous en parler. Mais d'abord, on va définir le problème. L'approche traditionnelle, elle pose un souci fondamental, non? Oui, clairement. Le grand problème, c'est qu'elle isole la langue. Elle sépare de façon hyper artificielle la grammaire d'un côté et le vocabulaire de l'autre. En espérant que le cerveau de la personne qui apprend fera lui-même le lien pour recréer du sens, quoi. Exactement ça. Mais la source que nous décortiquons aujourd'hui prend vraiment le contre-pied total de cette méthode scolaire. Ouais, il s'agit d'un document pédagogique qui est conçu pour un niveau intermédiaire, c'est le fameux niveau B1 en français. Et le titre de ce texte, c'est « Le secret de la Maison Verte ». Un titre qui annonce la couleur. Et ce texte, en fait, il refuse complètement l'aridité de l'apprentissage par cœur. Oui, il utilise le suspense narratif pas juste comme un petit enrobage ludique pour faire joli, mais vraiment comme un mécanisme neurocognitif hyper précis pour forcer l'attention. Et la mission de notre exploration en profondeur aujourd'hui, c'est justement d'analyser cette ingénierie de l'attention. Comment une simple histoire de trésor caché peut-elle contourner nos résistances naturelles face à l'effort intellectuel? C'est une excellente question. Et c'est tout l'enjeu de cette méthode. Bon, décortiquons tout ça. Commençons par la théorie sous-jacente. Par quel miracle psychologique le mystère serait-il intrinsèquement supérieur à une leçon de grammaire bien structurée? Sur le papier, c'est vrai qu'une règle grammaire, ça offre une clarté immédiate. On te donne la règle, point. Ouais, alors que le propre du mystère, c'est précisément de dissimuler l'information, de te laisser dans le flou. Exactement. Mais la supériorité du mystère, elle repose sur la façon dont le cerveau humain gère l'incertitude. La source met en lumière un phénomène psychologique assez puissant. Ah ouais, lequel? En fait, l'esprit déteste les boucles non bouclées. Lorsqu'un récit introduit un suspense, ça crée un état de tension, une sorte de déséquilibre cognitif. Et donc le cerveau se met en alerte maximale pour résoudre cette anomalie, c'est ça? C'est tout à fait ça. La leçon de grammaire, elle, ne crée aucune tension. Elle livre une solution avant même que l'apprenant n'ait formulé un problème. Donc pas de problème, pas de tension, la tension retombe. Voilà, alors que le suspense agit vraiment comme un hameçon redoutable. C'est vrai que l'envie irrépressible de découvrir la fin d'une histoire, ça nous pousse à nous investir. Et surtout à donner un sens aux indices semés en chemin.
Ça pousse quiconque écoute à s'immerger totalement dans le texte, au point d'en oublier qu'il est en train d'étudier. J'adore cette idée. Il y a une analogie très originale qui me vient à l'esprit en lisant ces documents. Ah oui, je t'écoute. Bah, si on regarde les leçons de grammaire traditionnelles, c'est un peu comme si on essayait de manger de la farine sèche à la cuillère. De la farine sèche. Oh là là, l'image est atroce. Ouais, c'est étouffant, quoi. Alors que la méthode du mystère, c'est comme déguster un gâteau super bien cuit. Ah, je vois. Les ingrédients de base sont les mêmes. Exactement, t'as toujours la farine, donc la grammaire, et le vocabulaire, mais la présentation narrative, le fait que ce soit cuisiné sous forme d'histoire, ça change absolument tout. Le cerveau le digère avec plaisir. C'est une excellente métaphore. Et ce qui est fascinant ici, c'est que la source accompagne cette méthode d'une instruction qui semble totalement contre-intuitive. Contre-intuitif pour quelqu'un qui a l'habitude d'apprendre des langues de façon classique, tu veux dire. Oui, le document demande explicitement de ne pas chercher à comprendre chaque mot individuellement lors de la première lecture. Attends, vraiment. Surtout pas s'arrêter sur les mots qu'on ne connaît pas. Surtout pas. La consigne, c'est de se concentrer exclusivement sur le sens global, de tolérer l'ambiguïté. Mais tolérer l'ambiguïté, c'est hyper dur quand on déchiffre une langue étrangère. L'instinct premier, c'est de se ruer sur un dictionnaire dès qu'un verbe inconnu apparaît. Précisément. Mais s'arrêter à chaque mot, ça détruit le suspense. Ça fait chuter la tension narrative et ça ramène le cerveau à un état d'effort mécanique. Donc, on redevient conscient qu'on est en train d'étudier, et on perd le bénéfice de l'histoire. Voilà, l'esprit doit apprendre à surfer sur la vague de l'histoire. C'est un lâcher-prise difficile, mais indispensable pour que l'apprentissage se fasse naturellement. D'accord, je comprends mieux la mécanique théorique. Du coup, pour voir comment cette théorie du suspense s'applique concrètement, je pense qu'il faut se pencher sur la construction même de l'histoire. L'histoire de la fameuse Maison Verte. Oui, l'aventure de Lucas. L'architecture de ce récit mérite vraiment une analyse détaillée. Tout à fait. La source pose un cadre très spécifique pour captiver l'apprenant B1. Alors, le protagoniste, c'est Lucas. C'est un jeune homme de 28 ans qui vient juste d'emménager. Il est curieux, amateur de livres anciens, et détail super intéressant, le texte précise sa profession. Il est bibliothécaire, n'est-ce pas? C'est ça, il est bibliothécaire. Arrêtons-nous un instant sur ce détail, parce qu'il est loin d'être innocent. Ah bon? C'est pas juste pour lui donner une personnalité un peu intello? Pas du tout. Sur le plan de l'ingénierie pédagogique, donner cette profession au héros, c'est une manœuvre très habile. Comment ça? Un bibliothécaire, ça incarne quoi? La recherche, la patience, le décodage minutieux de l'information. Ah ouais, je vois le parallèle. Sans le dire explicitement, le récit modélise pour l'apprenant l'attitude exacte qu'il doit adopter face au texte en français. On invite la personne qui lit à devenir un chercheur d'indices linguistiques, tout comme Lucas cherche des indices matériels. C'est super malin. L'histoire démarre vraiment par un mardi matin ensoleillé, le décor est super paisible. Presque banal même. Voilà, le ciel est bleu, Lucas est dans son jardin en train de ramasser des feuilles mortes avec un râteau. Et soudain, le râteau heurte quelque chose. Un objet métallique. Ouais. En creusant un peu, Lucas déterre une petite boîte en fer complètement rouillée. Et cette boîte, elle est fermée par un cadenas. Et le lieu de la découverte est important. Absolument. Elle est enterrée juste à côté de la clôture qui sépare son jardin d'une vieille bâtisse abandonnée, une maison couverte de lierre, que tout le quartier appelle la Maison Verte. Remarquons ici les étapes de l'intrigue. L'incident déclencheur provoque un léger pic d'adrénaline chez le lecteur. Parce qu'on sent que le mystère commence. Lucas arrive à crocheter le cadenas. Et qu'est-ce qu'il y trouve? Dedans, il découvre 3 vieilles enveloppes jaunes qui datent de 1995, toutes adressées à un certain Monsieur Henry. Le suspense monte d'un cran. Tellement. Et les messages à l'intérieur sont super cryptiques. Il y a des phrases genre « Je dois te parler du trésor, sous les planches du grenier » et la classique « Ne fais confiance à personne ». Le suspense est maintenant total. L'anomalie cognitive est installée dans l'esprit de l'apprenant, qui a besoin de savoir ce qui se cache sous ces fameuses planches. Mais c'est à ce stade du récit que j'ai une vraie question pour toi. La source fait un choix qui me semble presque paradoxal. Ah oui. Sur quel aspect? Lucas décide d'aller explorer cette maison verte. Mais il y va en pleine nuit. Évidemment. Avec une lampe de poche, dans une maison pleine de poussière, et bien sûr, les marches de l'escalier en bois se mettent à craquer lourdement. L'accumulation classique. Exactement. Pourquoi une méthode pédagogique aussi réfléchie choisit-elle de s'appuyer sur des clichés aussi classiques, voire éculés, des tropes d'horreur de série B? C'est pas une facilité d'écriture un peu grossière? Je comprends ton doute.
Ce qui ressemblerait à une facilité d'écriture pour un vrai romancier, c'est en réalité un coup de génie pédagogique pour ce public spécifique. Ah oui, tu peux m'expliquer? Il faut recontextualiser. La source s'adresse à un public de niveau B1. À ce stade, quand on affronte un texte narratif un peu riche, la charge mentale explose rapidement. Parce qu'il y a trop de mots inconnus à décoder en même temps. Exactement. Le cerveau sature et le sens global se perd. Et c'est là qu'intervient le cliché. Le cliché comme outil d'apprentissage. Ouais. La maison abandonnée, la lampe de poche dans le noir, l'escalier qui grince, c'est un archétype universel. Ce schéma mental, il est déjà profondément gravé dans l'esprit de notre public. C'est vrai que tout le monde a déjà vu ça dans un film. Voilà. Donc, en utilisant cette structure hautement prévisible, l'auteur offre à l'apprenant un filet de sécurité cognitif. L'esprit n'a pas besoin de dépenser de l'énergie pour comprendre la situation, il la connaît d'avance. Ah, Chazy, la bande passante mentale libérée peut donc être réinvestie dans le déchiffrage linguistique. Exactement. Si l'apprenant lit le mot inconnu « craquer » juste après « l'escalier en bois dans le noir », son cerveau va deviner presque instantanément le sens du verbe. Parce que dans ce contexte horrifique, un escalier en bois, ça ne peut que grincer ou craquer. C'est ça. Le cliché narratif permet au cerveau de s'appuyer sur un contexte universel pour deviner le vocabulaire inconnu. C'est une béquille redoutablement efficace. C'est fascinant vu sous cet angle. Et cette accumulation de suspense archétypal culmine avec une révélation au sommet de la maison. La fameuse scène du grenier. Oui, et cette révélation fait basculer l'histoire d'une simple chasse au trésor matériel vers une dimension profondément émotionnelle. C'est là que le récit prend toute son épaisseur. Lucas arrive dans le grenier, il repère une planche descellée, il l'arrache, le cœur battant, et il trouve un petit coffre en bois dissimulé en dessous. On s'attend tous à trouver des lingots d'or ou des bijoux. Bah oui, avec les mots « trésor » dans la lettre. Mais non, pas d'or. Dans le coffre, il découvre des photographies en noir et blanc, jaunies par le temps, et des journaux intimes rédigés pendant la guerre. Une toute autre sorte de trésor, en somme. Absolument. En fait, en regardant une photo d'un petit garçon devant la maison verte, Lucas reconnaît les traits de son vieux voisin, Monsieur Dupont. Ce sont les archives cachées de sa famille. L'histoire prend une tournure vraiment touchante. Très touchante. Le lendemain, Lucas remet le coffre à Monsieur Dupont. Et le texte décrit le vieil homme ayant, je cite, « les larmes aux yeux » en réalisant que l'histoire de sa famille est sauvée. Et il offre une récompense à Lucas, si je me souviens bien. Oui, en guise de gratitude, il lui offre un livre très rare tiré de sa propre collection, puisqu'il sait que Lucas est bibliothécaire. La boucle est bouclée avec beaucoup d'élégance. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le texte source ne s'arrête pas à la petite larme d'émotion. Il lie directement cette émotion finale à une liste de vocabulaire très précise. C'est toute la mécanique d'ancrage pédagogique qui se met en place. Voilà. La source isole 6 mots précis. Intrigué, enterré, enquêter, couvert d'œufs, craquer et souvenir. Et elle y ajoute 3 expressions. Il fait beau, les larmes aux yeux et résoudre un mystère. Cette démarche, elle illustre parfaitement le conseil numéro 5 de la source. Lequel? Ce conseil stipule, noir sur blanc, associer des émotions. L'explication, elle est neurologique. En ressentant la peur de Lucas ou la joie nostalgique de Monsieur Dupont, la mémoire de l'apprenant fonctionne beaucoup mieux. Parce que l'émotion agit comme un fixateur chimique pour le vocabulaire. Exactement. Le vrai trésor du coffre, ce n'est pas de l'or, mais les souvenirs de Monsieur Dupont. Et par extension, le vrai trésor de l'exercice pour l'étudiant, c'est l'assimilation de ce lexique grâce à l'émotion. Tu as tout compris. C'est une méthode d'ancrage extrêmement puissante. Mais comprendre l'histoire et ressentir l'émotion, ce n'est que la première étape. La source ne s'arrête pas là. Non, elle fournit une feuille de route pédagogique rigoureuse pour transformer cette écoute passive en maîtrise active. Et les conseils pratiques sont nombreux. J'ai listé les techniques avec beaucoup d'enthousiasme en lisant le document. D'abord, il y a la méthode des 3 écoutes. Tu peux nous la détailler ? Bien sûr, la première écoute, elle est globale. On écoute tout sans pause, juste pour l'ambiance. La deuxième écoute se fait avec le texte sous les yeux pour vérifier le vocabulaire. Et la troisième ? La troisième, c'est de la répétition pure. On imite l'intonation. Ensuite, il y a un exercice génial. Raconter l'histoire à voix haute devant un miroir pour structurer sa pensée directement en français. Un exercice pas toujours évident, mais très formateur. Très. Et puis, il y a l'idée d'imaginer une fin alternative pour travailler la grammaire. Et s'il y avait vraiment de l'or? Ou des fantômes. Ça oblige à utiliser le passé composé et l'imparfait naturellement. C'est très astucieux pour sortir de la conjugaison scolaire. Par contre, j'ai un vrai doute sur la toute dernière consigne de cette feuille de route. Ah, sur le défi final? Ouais.
La source propose ce qu'elle appelle le défi de la semaine. Ça consiste à écouter cette même histoire de Lucas tous les jours pendant 7 jours consécutifs. Je vois où tu veux en venir. Franchement, la répétition quotidienne de la même intrigue, ça ne risque pas de tuer complètement le suspense qu'on vient de louer? Ça ne devient pas juste un exercice mécanique hyper ennuyeux? C'est une objection tout à fait légitime. Le suspense a une durée de vie très courte, c'est vrai. Donc, le modèle théorique s'effondre le deuxième jour. Pas du tout. Et la source dissipe ce doute de façon très brillante. En fait, cette répétition sur 7 jours, elle sert un objectif complètement différent après la première écoute. C'est-à-dire, Lors de la première découverte, l'esprit est concentré sur le sens. On veut savoir ce qui se passe. L'anxiété narrative masque complètement la forme de la langue. d'accord. Mais une fois le mystère résolu, l'attention se libère. Elle bascule d'un traitement sémantique vers un traitement phonologique. L'oreille s'adapte au rythme du français. Ah, donc le cerveau arrête de chercher à comprendre l'histoire et commence enfin à capter des détails sonores qu'il avait manqués au début. Exactement. Au fil des 7 jours, l'apprenant commence à entendre les liaisons subtiles, le rythme, la mélodie de la langue. C'est l'adaptation acoustique. C'est comme quand on écoute une chanson pour la 100e fois et qu'on remarque enfin la ligne de basse en arrière-plan. C'est une analogie parfaite. Et cet exercice final se termine par une épreuve pratique. S'enregistrer au téléphone en train de lire le récit, puis comparer son intonation avec la voix du narrateur. S'entendre parler dans une langue étrangère, c'est souvent très angoissant. C'est une confrontation assez brutale avec ses propres limites, tu ne trouves pas? C'est vrai, ça déclenche souvent un sentiment de vulnérabilité. Mais si l'on relie ça à une vision plus globale, la source dédramatise ça totalement. Comment ça? Elle souligne que les erreurs font partie intégrante de l'apprentissage. L'enregistrement n'est pas fait pour être parfait, comme un examen noté. C'est juste un point de repère, en fait. C'est ça. C'est un miroir sonore pour mesurer sa propre évolution entre le jour 1 et le jour 7. Ça forge la confiance en soi, au contraire. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au bout du compte, si on prend du recul sur toute cette méthode? En résumé, cette source démontre brillamment qu'acquérir une compétence complexe comme une langue ne nécessite pas l'aridité des méthodes traditionnelles. Oui, à condition d'utiliser les bons leviers psychologiques et narratifs, comme le suspense et l'émotion. Tout à fait. C'est un échafaudage cognitif extrêmement robuste. Pour terminer, je voulais rebondir sur la métaphore de conclusion de la source, que je trouve magnifique. Elle affirme que, je cite, « Apprendre une langue, c'est comme résoudre un mystère. Chaque mot est un indice. Chaque phrase est une piste. » C'est une très belle image. Oui, et ça laisse une réflexion plus large pour ceux qui nous écoutent. Si chaque mot d'une nouvelle langue est un indice, quelle est l'image complète qu'on construit finalement? C'est une question très philosophique. Bah oui. S'agit-il simplement d'un outil de communication pour commander un café ou bien, à l'image du trésor de la Maison Verte, la véritable découverte n'est-elle pas une nouvelle facette de sa propre mémoire et de son propre esprit? C'est très profond. La découverte d'une nouvelle identité à travers une nouvelle langue. C'est une pensée fascinante à méditer. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette analyse des sources aujourd'hui. Mais de rien, c'était un plaisir de décortiquer tout ça avec toi. À très bientôt, pour une nouvelle plongée au cœur des sources. D'ici là, continuez d'explorer le savoir avec curiosité. Et surtout, continuez d'assembler les indices.